السلام عليكم الزول في اللون الحمد لله راكم كاع بخير. Aujourd'hui on va parler de comment on peut gérer un État, un peuple, des contrats, des intérêts divergents. Vous savez, quand on est citoyen, surtout quand on est citoyen algérien, comme l'a plusieurs fois fait remarquer le président Sir Abdelmajid Tebboune, l'Algérie n'est pas un pays comme les autres. Oui, d'un côté, ce n'est pas un pays comme les autres, mais d'un autre côté, c'est un pays comme tous les autres. Alors, je vous ai dit qu'on va parler d'État. Georges Burdeau était un des plus grands connaisseurs du droit, de l'État, de la philosophie de l'État, de la meilleure manière de gérer un État. Et dans un livre publié il y a déjà une cinquantaine d'années, donc qui s'appelle l'État, il avait plusieurs parties, dont l'un c'est l'État, régulateur et enjeu de la lutte politique. Ça veut dire quoi? Un État régulateur et enjeu de la lutte politique. Régulateur, c'est-à-dire qu'il essaie de, on va dire, de diminuer les tensions entre les différentes factions, différents clans, différentes classes sociales. Car vous savez, dans les médias, on va dire francophones, on dit souvent qu'en Algérie, il y a la guerre des clans. Mais oui, il y a la guerre des clans en Algérie, mais en France ou aux États-Unis ou en Europe, il y a ce qu'on appelle la guerre des classes ou des groupes de pression. Ce sont des mots différents qui veulent dire exactement la même chose. Ça veut dire quoi, la même chose? Ça veut dire qu'un État, ce n'est pas une entité neutre. Ce n'est pas quelque chose qui est comme un étang, l'eau d'un étang qui ne bouge pas. Ça bouge en permanence, car il y a des intérêts divergents. Il y a même des intérêts opposés. Et quand Georges Burdeau parle de l'enjeu de la lutte politique, l'État, c'est aussi un espace où des hommes et des femmes se battent tous les jours pour prendre le pouvoir sur d'autres personnes, sur d'autres groupes de pression, sur d'autres clans ou d'autres classes sociales. Alors, prenons l'exemple classique de l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est bâtie en disant le prolétariat, c'est-à-dire le monde ouvrier, va prendre le pouvoir sur le monde du capital, c'est-à-dire sur le monde des propriétaires. Donc c'était une lutte à mort. Et dans la philosophie communiste de l'Union soviétique, les ouvriers devaient imposer leur pouvoir sur les capitalistes. Aux États-Unis, c'est différent. C'est le capital qui doit réguler l'État, qui doit réguler la société, et c'est lui qui doit imposer ses règles au monde des ouvriers, au monde des employés, au monde de la classe moyenne. En Algérie, c'est différent. En Algérie, l'État, depuis 1962, avait pour but de récupérer toutes les richesses des colons, qui étaient là depuis 1830, afin de les redistribuer au peuple algérien. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de feu Houari Boumediene, il y a eu la révolution agraire pour récupérer toutes les terres agricoles des colons pour les redistribuer, en tout cas partiellement, au peuple algérien. Il y a eu la nationalisation des hydrocarbures de façon à prendre la majorité des parts dans le gaz et dans le pétrole, afin que l'Algérie puisse développer sa propre industrie et ainsi être moins dépendante des pays étrangers. Mais les choses ont évolué car le monde de l'idéologie n'est plus ce qu'il est aujourd'hui par rapport à ce qu'il était dans les années 70 ou 80, notamment après la chute du mur de Berlin à partir de 1989, 90, 91. Et aujourd'hui, l'État a retrouvé sa dimension strictement technique, c'est-à-dire, comme disait Georges Burdeau, un enjeu de pouvoir, de lutte pour le pouvoir. Donc ça, c'est la première partie. Et donc, la deuxième partie, c'est l'État et la lutte des classes que je viens de résumer en quelques mots. La troisième, c'est l'État libéral, État du parti unique ou parti pluraliste, vous avez compris. Parti unique, c'est dans les pays, disons, socialistes, et parti pluraliste, c'est les démocraties libérales, faussement libérales, car vous avez bien compris, la démocratie ne fonctionne que lorsqu'il n'y a pas de véritables enjeux. Mais dès qu'il y a des enjeux, tous les États sont les mêmes. Tous les États imposent leurs diktats. Nous avons vu ce qui s'est passé
entre Tel Aviv et Téhéran. Nous voyons ce qui se passe depuis octobre 2023 avec Gaza. Quand les enjeux sont très importants, il n'y a ni démocratie, ni droit de l'homme, ni état de droit. Et la quatrième partie de ce livre de Georges Purdue s'appelle « L'État fonctionnel moderne ». Oui, moderne, c'est-à-dire il essaye de faire croire qu'il ne dérange aucun intérêt, qu'il est neutre, qu'il essaye d'être au service du citoyen. Mais vous l'avez bien compris, cela n'est qu'une fantastique illusion. Alors, puisqu'on a fait cette petite présentation, est-ce que l'État algérien aujourd'hui est neutre? Est-ce que l'État algérien a simplement vocation à répondre aux besoins et aux aspirations des 46 millions d'Algériens aujourd'hui? C'est la question que tout le monde peut se poser. Ou alors l'État algérien est comme tous les autres États, c'est-à-dire qu'il fait l'objet de tiraillements à l'intérieur du système, où vous avez, comme dans tous les pays du monde, des gens formidables, des vrais patriotes, mais vous avez aussi une petite partie qu'on peut évaluer à peu près à 5%, qu'on appelle la cinquième colonne, dont le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, a parlé, et qui ne défendent pas vraiment les intérêts de l'Algérie, mais plutôt les intérêts de groupes étrangers. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Je vais vous citer un exemple qui a fait la une de la presse française dans les années 90, notamment en 96, et c'est l'exemple de l'ancien ministre français de la Défense, qui s'appelait Charles Hernu. Et qu'a révélé la presse française dans les années 90? Elle a révélé que Charles Hernu était un agent de l'Union soviétique, des pays de l'Est. Est-ce que vous imaginez un ministre de la Défense français? La France, c'est pas n'importe qui. C'est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est une puissance nucléaire. La France, quand elle dit non à l'ONU, il n'y a aucune résolution qui est votée. Donc ce n'est pas n'importe qui, la France. Dites-vous que pendant des années, le ministre de la Défense français, Charles Hernu, pendant qu'il était ministre de la Défense de l'ancien président français François Mitterrand, rendait des comptes, faisait des rapports à l'Union soviétique, c'est-à-dire à Moscou. Vous imaginez le scandale? C'est absolument énorme. Donc dites-vous bien qu'un grand pays comme la France, qui a pu laisser un ministre de la Défense être un traître à la nation française, un traître à l'État français, un traître au peuple français, pour servir les intérêts de l'Union soviétique et des pays de l'Est, vous pouvez imaginer que dans tous les pays du monde, on voit ce type de profil. Regardez ce qui est en train de se passer en ce moment entre Tel Aviv et Téhéran. Vous avez vu que Téhéran, tout d'un coup, s'est réveillé en disant « Mais nous avons des traîtres iraniens qui obéissent aux ordres et servent les intérêts de Tel Aviv. » Comme si c'était une surprise. Vous savez, lorsque je me suis rendu le 8 mars 2018 à Téhéran, quelque chose m'avait choqué. Je suis sorti de l'aéroport de Téhéran pour faire libérer 29 femmes qui avaient été emprisonnées parce qu'elles refusaient de porter le voile dans la rue. Et entre l'aéroport et la ville, il y a à peu près 60 à 70 km. J'ai été complètement surpris de voir qu'il n'y avait aucun barrage routier entre l'aéroport de l'Ayatollah Khomeini et le centre-ville de Téhéran. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. On dit que l'Iran est un pays autoritaire, un pays dictatorial, il y a des contrôles de police partout, personne ne peut bouger sans être 2 ou 3 fois surveillé dans la journée. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun barrage mobile pendant 60 km. Je me suis dit, mais... Donc ça veut dire qu'on nous raconte des histoires sur l'Iran. Ben, sachez que c'est un témoignage réel, c'est le mien. Le 8 mars 2018, aucun policier ne m'a contrôlé pendant 2 jours où j'étais à Téhéran. Je dis bien aucun. Donc vous pouvez imaginer que le Mossad n'a aucun problème à circuler librement à Téhéran pour essayer d'acheter des fonctionnaires
ou de convaincre des citoyens d'être traîtres à la nation iranienne. Donc, Charles Hernu en France, le Mossad en Iran, et vous avez vu qu'en Algérie, nous avons aussi nos... Allez, notre 5e colonne, vous la connaissez cette 5e colonne. Je vais vous montrer une belle photo de cette 5e colonne algérienne, parce que, oui, l'Algérie... L'Algérie, c'est un beau pays, hein, c'est un très beau pays, mais c'est un pays exceptionnel, mais c'est aussi un pays comme les autres. Alors, 5e colonne, vous la connaissez. Regardez. Abdeslam Bouchouar. Regardez comment il est beau avec le président français, Emmanuel Macron. Regardez comment ils sont beaux tous les deux. Et cette image, elle n'est pas à Paris, elle est à Alger, devant le palais du gouvernement à Alger. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est notre Charles Hernu national. Voilà, Charles Hernu, ministre de la Défense français qui a trahi la France pour les pays de l'Est et Moscou. Nous avons notre Charles Hernu à nous. Il s'appelle Abdeslam Bouchouar, mais pas que lui. Son adjoint, quand ils étaient au ministère de l'Industrie et qui signaient des contrats au nom du peuple algérien. C'est ce fameux auteur algéro-français qui a commencé une carrière d'écrivain à 50 ans. Moi, je l'ai commencé à 25 ans. Et qui était haut fonctionnaire et qui est payé à ce jour par le peuple algérien pour sa retraite. Vous savez qu'il touche une retraite de l'État algérien. Et c'est qui paye sa retraite? Et c'est le peuple algérien, grâce au sang des martyrs. Et à 75 ans, il a découvert que finalement, l'Algérie, c'est pas bien. Hein, non, c'est pas bien. Donc il a décidé de prendre la nationalité française. Mais c'est magnifique. Cadeau de... Emmanuel, le grand ami de l'Algérie. Vous vous souvenez, Amtan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien. Il avait dit qu'Emmanuel Macron est l'ami de l'Algérie. Mais c'est pas beau, ça, l'amitié en politique. Ah, on a failli y croire. Donc, Abdeslam Bouchouar ou cet auteur algéro-français font partie de cette 5e colonne qu'il y a dans tous les pays, en Iran, en France, aux États-Unis, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, on a laissé ce monsieur être ministre à 2 reprises de l'industrie. Ben oui, il fallait le laisser tranquille, le pauvre enfant de harki, le pauvre, c'est pas de sa faute. Hein. Vous savez, son père était harki, on s'est dit, oh, peut-être que lui n'y est pour rien, oui, possiblement. Mais vous savez, la culture, les valeurs, ça se transmet de père en fils. Hein. La trahison aussi, malheureusement. Voilà, vous voyez, il y a tellement de photos de notre ami Abdeslam Bouchouar, notre Charles Hernu national. Oui. Et puis, il a tellement rendu de service à la France, notre Abdeslam Bouchouar. Regardez le beau drapeau algérien à côté du drapeau français. À votre avis, il préfère lequel? Celui-ci ou celui-là? Vous avez compris, il préfère celui-ci. Bien oui, Abdeslam Bouchouar. Quand je manifestais devant les appartements qu'il possédait à Paris en 2016, je me disais, mais comment tu peux salir l'image d'un ministre algérien? Comment? Mais j'avais beau vous expliquer que c'est un voleur, c'est un corrompu. Vous m'avez dit non, ne touche pas. Le linge sale se nettoie entre nous, pas à l'extérieur. Ah oui, pas à l'extérieur. Ils volent des milliards à l'étranger et on doit se taire, c'est ça? C'est ça le martyr du colonel Amirouj, de Mustafa Belbouli, de Hassiba Ben Bouli, de l'Arbi Ben Mehidi, de Ahmed Zabana, c'est ça, il faut se taire quand vous voyez des voleurs, des corrompus notoires dilapider l'argent du peuple algérien. Il faut se taire parce qu'ils représentent l'État algérien. Mais si c'est des corrompus, il faut se taire ou il faut les dénoncer? Bien sûr, avec des preuves. Vous savez que j'ai toujours dénoncé ces hommes avec des preuves. Et si aujourd'hui il y a un gouvernement tout entier en prison, vous savez très bien que j'étais le premier à dénoncer tous ces gens-là, pendant que tout le monde avait peur. Vous le savez. Vous savez, moi, je n'ai pas été élevé dans la culture de Nuskut, N'amad Aïniya ou Nahrab. Vous savez, j'assume. Tous ces gens qui étaient au gouvernement de Bouteflika étaient tous corrompus. Pas uniquement au gouvernement. Regardez les grandes entreprises nationales. Nous allons en parler. Donc j'étais le seul à dénoncer ces corrompus. Et j'ai même été condamné à plusieurs reprises par la justice française. Vous imaginez? Parce que j'avais manifesté devant l'appartement du Premier ministre
Celle-là, sur les Champs-Élysées, j'ai été condamné à 2 mois de prison ferme. Vous imaginez? Ferme. Oui, parce que la France, fameuse France, elle protège tous ces corrompus. La France adore la corruption. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'avais publié ce livre de Bouteflika Dictatorship, la dictature Bouteflika, Under French Protection. Sous la protection française. Oui, protection française. La France, l'État français, protège la corruption en Algérie. C'est un fait notoire. Et dans ce livre-là, bon, c'est en anglais grâce à ma femme qui elle l'a traduit à Saha. Et donc je parlais de mes condamnations de l'époque. Par exemple, la page 211, regardez la page 211, je disais que la France m'avait condamné déjà en juillet 2017 à 100 000 euros d'amende et ensuite à 4 000 euros par jour d'amende. Vous imaginez 4 000 euros par jour d'amende. Et à ce jour, je dois 8 millions d'euros à qui? Au fils d'un grand corrompu, l'ancien président de la Sonatrach, Abdelmoumen Outkhadour, et son fils s'appelle Nassim Outkhadour. Et pourquoi j'étais condamné par la justice française en juillet 2011 à 100 000 euros plus 4 000 euros d'amende par jour? Tout ça parce que j'avais refusé de retirer l'adresse de son appartement qu'il avait acheté avec l'argent du peuple algérien à Neuilly-sur-Seine. 2 appartements, 3,2 millions d'euros. Et la justice lui a donné raison. La justice m'a obligé à retirer l'adresse de cet appartement, alors que c'était une SCI, Société Civile Immobilière, donc c'est public, l'adresse était publique. Non, ils m'ont dit non, vous devez retirer. Et j'ai refusé de retirer l'adresse de ces corrompus sur ma page Facebook. Donc à ce jour, c'est-à-dire juin 2025, je dois 8 millions d'euros à ces personnes qui ont été condamnées en 2019, 2020, 2021 par la justice algérienne à 10 ans de prison ferme pour corruption. Donc le père Abdelmoumen Outkhadour, qui était président de Sonatrach, est en prison en Algérie, et son fils Nassim Outkhadour, il roule des très beaux jours, il vit de très beaux jours entre New York, Paris, Beyrouth et Dubaï, et personne ne l'embête. Personne ne l'embête. C'est beau la France quand même, hein, c'est beau. Donc vous voyez, donc j'écris tout, mais en Algérie on ne lit pas. Vous savez, en dehors de 3 lignes sur Facebook, on ne lit pas. Mais je publie des livres pour la postérité, vous avez compris? Donc, la dictature Bouteflika sous la protection française. Vous savez ce qui s'est passé là le 6 octobre 2017. À cause de la fameuse Saïdani, j'ai eu mon nez cassé et je n'entends plus rien de l'oreille droite. Vous entendez ou pas? Je n'entends plus rien de l'oreille droite. Car le combat militant, il y a des conséquences. La prison, les maladies, on vous ruine, on vous salit votre image. Mais c'est comme ça. J'ai pris l'engagement auprès de mon défunt père, Arbi Rahmou, et cet engagement, je le maintiendrai jusqu'à mon dernier jour, Inch'Allah. Bien sûr, de façon pacifique, de façon légale, de façon démocratique et de façon civilisée. Mais je ne me tairai point pour défendre ce drapeau-là. Et pour soutenir l'action anticorruption du président Sir Abdelmajid Tebboune, car ce n'est pas facile pour lui de lutter contre la corruption. C'est pas facile. Alors, Abdeslam Bouchouareb, on revient à lui. Vous savez qu'il a été condamné à 5 reprises à 20 ans de prison par la justice algérienne, mais la France de Macron le soutient. Regardez, là c'était au mois de mars, voilà, 26 mars 2025. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre condamné pour corruption en Algérie, pourra rester en France. Voilà. Pourra rester en France. C'est beau, c'est magnifique la France. La France ne le poursuit même pas pour corruption, pour détournement de fonds. Rien. Il est sur la côte d'Azur, Monaco, Nice, Cannes. Abdullah, grâce aux milliards qu'il a volés au nom de l'État algérien. Formidable. Formidable. Voilà, donc même CNews en France, 19 mars 2025, qui a Abdeslam Bouchouareb, 5 fois condamné à 20 ans de prison par l'Algérie, dont la France refuse l'extradition. Voilà. C'est pas beau ça. Dont la France, le pays de lumière, pays des droits de l'homme, pays de la démocratie, pays de ci, de ça, de ci, de ça, refuse l'extradition. Ben oui, parce que pour la France, Abdeslam Bouchouareb, c'est la 5e colonne. C'est l'équivalent de Charles Hernu, l'ancien ministre de la Défense français, qui, tout en signant des contrats au nom de la France, défendait les intérêts de Moscou. C'est la même chose.
C'est beau, la politique, non? Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Quand on voit la complexité de la gestion d'un État, c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en vous expliquant qu'un État, c'est pas neutre, un État. Ça tiraille à l'intérieur, des clans, des groupes de pression, des classes sociales différentes qui ont des intérêts différents. C'est la guerre, c'est la guerre. Au cœur de l'État, il y a la guerre. Ça tiraille de partout. Alors le président, vous savez, depuis qu'il est chef du gouvernement en mai 2017, je l'ai toujours soutenu dans sa lutte contre la corruption. Et vous savez, quand on est Premier ministre ou ensuite président à partir de décembre 2019, on ne contrôle pas tout dans un État. On ne contrôle pas tout. Car vous avez beau nommer des ministres, des walis, des hauts fonctionnaires, des militaires, des ambassadeurs, des consuls. Vous savez, à partir du moment où vous les avez nommés, ils font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc il faut des lanceurs d'alerte, il faut des journalistes, il faut des militants, il faut des associations pour justement alerter l'opinion publique, alerter le président de la République sur certains dysfonctionnements. Et je suis exactement dans cette philosophie. Je ne suis pas là pour dénigrer l'Algérie, je ne suis pas là pour dénigrer l'État algérien, je suis là pour apporter ma modeste contribution pour aider notre pays, notre président, notre peuple à essayer de surmonter ces difficultés qui ne datent pas d'un an, qui ne datent pas de 5 ans, qui datent déjà depuis la colonisation. Car ce système de corruption qu'il y a en Algérie, il ne date pas de 62, il date de 1830. Vous savez ce qui s'est passé à partir de 1830? La France a fait venir en Algérie tous ceux qui avaient un casier judiciaire. Vous avez entendu? Tous les voyous, tous les délinquants sont venus en Algérie et la France leur a donné des terres pour cultiver ces terres-là et ainsi imposer la domination au peuple algérien. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand écrivain français Guy de Maupassant lorsqu'il a publié plusieurs lettres. Ça s'appelle Lettres d'Algérie, 1884, 5, 6, 7, 8. Et il disait que l'Algérie était devenue le pays du casier judiciaire. C'est pas Rachid Mikhaïl qui le dit, c'est le grand romancier, poète, essayiste Guy de Maupassant dans ses Lettres d'Algérie. Donc certains se trompent lourdement en disant que la corruption de l'Algérie date de 1962. Pas du tout. Depuis 1830, il y a un système qui a été mis en place par l'État colonial français pour abriter en Algérie tous les délinquants dont la France ne voulait pas. Et vous entendez la polémique actuelle sur les OQTF, notamment les étrangers, parmi lesquels les Algériens, qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français. Ben dites-vous que vous remplacez OQTF et vous mettez casier judiciaire, c'est exactement la même attitude que l'État français a adoptée depuis 1830. C'est-à-dire, la France veut se débarrasser de tous ceux qui pourraient représenter une menace pour l'ordre social ou pour l'ordre public. Donc aujourd'hui, on les appelle les OQTF, mais à l'époque, on les appelait casier judiciaire. Donc l'Algérie, malheureusement, a toujours été considérée par l'État français comme la poubelle de Paris. Alors revenons au président de la République. Le président de la République, il fait ce qu'il peut. Si Abdelmajid Tebboune, il fait ce qu'il peut. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il a 2 yeux, 2 jambes, 2 oreilles. Il ne peut pas... Vous connaissez le roi Ubu, ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui est roi partout. Ubu roi. Quelqu'un qui est capable, au même moment, d'être dans différents endroits, qui a le don d'ubiquité. Non, le président de la République, ni aucun autre président de la République au monde n'a le don d'ubiquité. Il ne peut pas être partout à la fois. Et il faut des citoyens, comme je vous ai dit, des fonctionnaires, des militants, des associations, des intellectuels, des journalistes qui alertent l'opinion publique et le président sur un certain nombre de dysfonctionnements. Et je vous ai cité, lorsque j'étais devant la Tour Totale à Paris, avant-hier, le cas où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, était à la foire internationale d'Alger et il y a un industriel qui est venu le voir pour lui dire « Monsieur le Président, j'ai un problème avec le foncier industriel et je ne peux pas développer mon entreprise. » Et sur le champ, il est intervenu, sur le champ. Il a convoqué le responsable du foncier industriel pour lui dire « Vous avez jusqu'à la fin du mois pour régler son problème. » Vous avez vu cet exemple-là?
Ben, dites-vous qu'il faut le généraliser à tous les secteurs d'activité pour que le président puisse faire son travail. Car notre pays, vous savez qu'il est malade. Mais il est malade pas depuis 62, depuis 1830 il est malade. C'est un pays qui a beaucoup souffert, notre État a beaucoup souffert. C'est un État corrompu jusqu'à la moelle depuis pratiquement 200 ans. C'est une corruption profonde, massive, cancérigène. Et ce n'est pas en 1 an, ni en 10 ans, ni en 20 ans, ni en 50 ans qu'on va régler le problème de la corruption en Algérie. C'est un travail de tous les jours. Alors, je vous ai dit qu'on va parler des problèmes du président de la République à lutter contre la corruption. Ou contre la compétence, parce que ça va ensemble. Corruption, incompétence et absence de patriotisme, tout ça, ça va ensemble. Alors, avril 2025, affaire Mohamed Bouakez, l'ancien conseiller à la présidence devant la justice. Vous imaginez le président de la République, au sein même de son cabinet, il a des personnes corrompues. Et c'est pas de sa faute. C'est pas ses enfants, Marbahomch. Voilà, il a vu qu'il y avait un certain nombre de fonctionnaires dans l'État algérien, il en a choisi parmi un certain nombre pour les mettre au protocole, pour les mettre en tant que conseiller, en tant que wali, en tant que ministre. Mais regardez, avril 2025, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qu'il était obligé de faire, le président de la République? Il est obligé de mettre fin aux fonctions de ce Mohamed Bouakez. Ben oui, à partir du moment où un scandale éclate, le président il n'a pas d'autre choix que de limoger ces personnes-là, parce qu'il ne peut pas laisser autour de lui des personnes corrompues. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez. Le président de la République met fin aux fonctions du conseil chargé de la direction générale du protocole. Voilà, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Moudjahid. Moudjahid. C'est pas New York Times, c'est pas Le Monde. C'est le journal algérien par excellence. Donc c'était le 5 juin 2024. Pas longtemps. Voilà, c'était il y a 1 an. Alors on continue. Le président de la République met fin en fonction du conseil chargé de la direction du protocole. C'était dans tous les médias, parce que le scandale a éclaté en 2024. Mais le temps qu'il y a un procès et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'1 an, il a été condamné à 5 ans de prison. Donc le président, dès qu'il est informé d'un dysfonctionnement, il réagit, il prend les décisions qui s'imposent. Il n'est pas parfait. Le monde politique, le monde des fonctionnaires, c'est des êtres humains, ils aiment l'argent. Dans le monde entier, on aime l'argent. Les Algériens aussi aiment l'argent. Et certains aiment davantage l'argent que le pays, vous avez compris, comme Abdeslam Bouchouareb, Chakib Khalil, Saïdani, Salal, Ouiria, etc. N'oubliez pas, il y a tout un gouvernement corrompu qui est en prison aujourd'hui depuis 2019. Vous le savez. Alors, on continue. Il n'y a pas que le problème de corruption. Il y a un problème d'attitude morale. Est-ce que vous vous en souvenez? Le wali de Rilizen, Sami Medjoubi. Sami Medjoubi avait humilié un citoyen. Il n'y a pas longtemps. Regardez, c'est février, c'est ça? Voilà, 20 février 2025. En direct, le wali de Rilizen, Sami Medjoubi, avait humilié en direct un citoyen. Vous savez que le président de la République n'aime pas le hogra. Qu'est-ce qu'il a fait, le président? Quand il a vu les images, quand il a vu que ça faisait un scandale, immédiatement, il a mis fin aux fonctions. Immédiatement. Parce que le président de la République algérienne, Saad El-Majid Tebboune, n'accepte pas le hogra, n'accepte pas l'injustice. De la même façon qu'il refuse la corruption. Un responsable ayant humilié un citoyen, sanctionné par Tebboune. Et c'est ce qui s'est passé. Le chef de l'État a mis fin en fonction du wali de Rilizen, M. Sami Medjoubi. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la présidence de la République algérienne. Voilà. Il n'y a pas que ça. Juste avant, le président de la République, Saad El-Majid Tebboune, a limogé un wali et a nommé Kamel Berkane à sa place. Voilà. Vous voyez? Quand il y a un problème, il réagit fortement. Voilà. Donc, à la place de Sami Medjoubi, il a nommé M. Kamel Berkane. Voilà. Bien sûr, un peu de discrétion. La présidence de la République n'a pas révélé la raison pour laquelle le chef de l'État a mis fin au wali de Rilizen. Vous avez compris. On ne peut pas humilier des citoyens algériens. Voilà. Allez, on continue.
Le président de la République, le 15 avril 2025, il a limogé un de ses conseillers, M. Shafiq Mesbah. Voilà. Il n'a pas fait l'affaire, il a limogé. Mais fiha-walou, on ne dit pas qu'il porte atteinte à l'image de l'Algérie. Non, tu fais pas l'affaire, t'es limogé. Point barre. Quand quelqu'un est incompétent, ou corrompu, ou qui n'est pas patriote, bien sûr qu'il faut le limoger. Mais on fait la différence entre des brebis galeuses et l'image de l'Algérie. C'est pas la même chose. Allez, on poursuit. Le président Si Abdelmajid Tebboune limoge le Walid Adrar Ali Bougarra 5 mois après son installation. Et ça, c'était en avril 2025. Ça fait pas longtemps. Regardez, mai, juin, ça fait 2 mois. Regardez, il limoge le Walid Adrar 5 mois seulement après son installation. 5 mois. Donc le président, dès qu'il est informé qu'un haut fonctionnaire, un ministre, un wali ne fait pas l'affaire, bien sûr qu'il faut le limoger. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Des consuls, des ambassadeurs, des entreprises corrompues. Et nous allons y arriver. Vous avez bien compris que c'était ça le thème de la vidéo. Mais je me réserve le temps de vous faire cette longue introduction pour vous expliquer pourquoi il est important de mettre fin à certains contrats. Donc vous voyez, le président de la République a mis fin hier aux fonctions du Walid Adrar, M. Ali Bougarra, et chargé le secrétaire général de la Wilaya, M. Rachid Sharif, de gérer les affaires de Wilaya, indiqué le communiqué de la présidente de la République. Mais fiha-walou, c'était le 6 avril 2025. 5 mois seulement, vous imaginez, 5 mois. Allez, on continue. Juin 2023, le président Tebboune limoge le ministre de la Communication, parce qu'il avait fait une gaffe par rapport au dossier des Émirats Arabes Unis. On ne dit pas qu'il y a un scandale d'État, on ne dit rien. C'est le rôle du président d'être régulateur. Voilà. Il est là pour mettre de l'ordre. Dès qu'il voit que ça ne va pas, il met de l'ordre. Et c'est ce qu'a dit Georges Burdeau quand il dit l'État est régulateur. L'État régulateur est enjeu de lutte politique. Voilà. Le chef de l'État, c'est un arbitre. Il est là pour mettre de l'ordre. Mais il ne va pas mettre de l'ordre tout seul. Donc, le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a été limogé suite à une petite erreur sur l'expulsion de l'ambassade des Émirats Arabes Unis en Algérie. Voilà. Adi. Ça, c'est le rôle du président. Il est chef d'orchestre, il est régulateur, il est arbitre. Je continue. Novembre 2023. Le président Tebboune limoge Abdelhafid Henni. Pareil, c'était le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Voilà, il a limogé. Mais il ne fait pas l'affaire et le limoge. Vous voyez, c'est pas comme à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika, où Meskin, il était mourant, mais il ne pouvait pas prendre de décision. La ghalb, il ne peut pas. Mais là, alhamdoulilah, il est mobile, il est conscient, il voit ce qui se passe, il a des rapports qui viennent à son bureau, et il prend les décisions qu'il faut de façon rapide et efficace. On continue. Août 2024. Le président Abdelmajid Tebboune a limogé jeudi son ministre des Transports, invoquant un fait rare pour ce genre d'annonce, une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Regardez, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc vous voyez le nombre de ministres, de walis, de fonctionnaires, de conseillers qu'il a limogé, le président. Regardez. Pour des faits graves dans l'exercice de ses fonctions. Faits graves dans l'exercice de ses fonctions. Vous voyez, c'est très important. 13 août 2024. Donc voilà, je vous ai parlé. Pareil, en février 2025, ça fait pas longtemps, mars, avril, mai, juin, il y a 4 mois. Hein, le président a limogé 2 ministres il y a 4 mois. Donc vous voyez, il y a eu la valse des ministres, des fonctionnaires, des conseillers. C'est pas facile d'être président. Vous croyez que c'est facile, vous croyez que vous avez une baguette magique et vous pouvez régler tous les problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la politique. C'est un exercice ingrat, la politique. C'est ingrat. Parce que vous êtes entouré de beaucoup de délinquants, beaucoup de corrompus, beaucoup d'incompétents. Et il faut avoir le courage, que, quand ça ne va pas, de prendre des mesures radicales. Vous voyez, il a limogé 2 ministres. Donc le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, et le ministre délégué à l'industrie chargé de l'industrie pharmaceutique, Fouad Hadji. Voilà. Donc c'est pas facile. Hein. Vous croyez que tous ceux qui travaillent au sein de l'État algérien, c'est des saints, c'est des imams? Pas du tout.
Vous avez une armée d'incompétents. Vous avez 5% de cinquième colonne. Bon, avant lui, avant ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Vous connaissez notre ami Abdelmoumoud Qaddour. Donc en 2019, il a été limogé. En 2021, il a été obligé de... il a été frappé d'un mandat d'arrêt international. Et voilà. L'ex-patron de la Sonatrach. Vous connaissez Sonatrach? Abdelmoumoud Qaddour, extradé vers l'Algérie. Quand on est corrompu, c'est le président de la Sonatrach. Et vous savez que j'ai organisé 35 manifestations devant son appartement à Neuilly-sur-Seine. 35. Et vous avez vu, j'ai été condamné. Et j'en ai parlé dans mes 2 livres. Donc, dans le deuxième aussi, mon combat contre la dictature algérienne. Oui, j'ai été condamné par la justice française. 8 millions d'euros à cause de lui et son fils. 8 millions d'euros je dois à ces gens-là. Vous imaginez ou pas? Et aujourd'hui, ils sont en prison. Mais voilà, à l'époque, Rachid, pourquoi tu touches au symbole de l'État, la Sonatrach? Mais j'y peux rien, c'est un corrompu, c'est un traître. Non, faut pas toucher. Le linge sale se nettoie entre nous, faut pas en parler. Ah oui, faut pas en parler. Et quand il a été arrêté aux Émirats Arabes Unis et emprisonné, là, tout d'un coup, c'est normal d'en parler. Mais quand Rachid en parle, il faut pas. Mais si c'est la justice algérienne qui en parle, là c'est autorisé. Donc, haram pour moi, halal pour eux. Non, il faut être cohérent. Vous savez, il faut avoir une attitude de principe. Vous savez, c'est quoi l'honnêteté intellectuelle? Vous savez ce que c'est? Une démarche éthique, une démarche morale. Il faut être cohérent dans sa logique, dans ses principes et dans ses valeurs. Donc, vous imaginez le président de la Sonatrach, président corrompu. Mais il n'y a pas que lui. Toute la chaîne de décision, elle est corrompue. Toute la chaîne. Là, ils ont juste arrêté quelques-uns, le président, quelques DG. Mais toute la chaîne de décision, comme on dit dans le domaine militaire, toute la chaîne de commandement, elle est corrompue. De A à Z. Totalement corrompue. Et le 10 août 2021, regardez l'image. Là, c'est pas une belle image. C'est pas bon pour l'image de l'Algérie. Regardez, il a été arrêté avec les menottes. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'est pas obligé de montrer des images comme ça. Autant on a le droit, on a le devoir de lutter contre la corruption, autant on n'a pas le droit d'humilier des hommes ou des femmes. On n'a pas le droit. Car l'Algérie, c'est aussi avoir le sens de l'honneur, le sens de l'image. Mais tout ça pour vous dire que la corruption est à tous les niveaux de l'État algérien, à tous les niveaux des entreprises publiques algériennes, à tous les niveaux des institutions algériennes. Mais ça ne date pas de 62, encore une fois, ça date de 1830. 1830. C'est la France qui a semé cette vermine de la corruption à tous les niveaux du pays, des institutions et des structures. À tous les niveaux, je dis. Et le président, il a essayé depuis 2019, et il essaye tous les jours, mais c'est un chantier colossal. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, vous savez, c'est compliqué, c'est gérer un État, c'est d'une complication, mais terrible, quoi. Alors maintenant, on va y arriver. On va arriver au thème. Alors, l'économie de l'Afrique. Vous savez que l'Algérie fait partie de l'Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas d'économie. Il n'y a que des ressources naturelles. De l'or, des diamants, du fer, du manganèse, du pétrole, du gaz, du phosphate. Il n'y a que des ressources du bon Dieu, c'est-à-dire celles du sous-sol. Au-dessus de la terre, oui, un peu de blé, un peu de riz, il n'y a pas grand-chose. Donc, les richesses du pays, c'est le sous-sol. Et pour exploiter les richesses du continent, c'est le sous-sol. Et pour les exploiter, vous savez qu'on a des entreprises qui sont censées les exploiter, mais dans les faits, elles ne font rien. Car la plupart des ingénieurs qui travaillent dans ces entreprises de gaz, de pétrole, de fer, etc., de diamants, les ingénieurs partent à l'étranger. Et ce sont les multinationales qui exploitent les richesses du sous-sol de l'Afrique.
Et c'est qui ces entreprises multinationales? C'est Total, c'est Engie, c'est British Petroleum, c'est Eni, c'est State Oil, c'est Halliburton, c'est Exxon, etc. C'est des entreprises occidentales. Alors en Algérie, on a la Sonatrach, mais autant dans les années 63, 64, jusqu'à Boumediene, là, la Sonatrach, il y avait des ingénieurs, il y avait un pouvoir d'achat en Algérie, le dinar ne s'était pas effondré, donc les ingénieurs algériens restaient en Algérie pour développer, explorer, exploiter les gisements de gaz et de pétrole. Mais avec la dégringolade de l'économie et la dévalorisation et la dévaluation du dinar, le pouvoir d'achat des ingénieurs algériens de la Sonatrach a complètement dégringolé. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, des milliers d'ingénieurs algériens quittent l'Algérie pour travailler ou en Europe, ou aux Amériques, ou bien dans les pays du Golfe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Sonatrach, c'est une coquille vide. Elle ne sait pratiquement plus rien faire, la Sonatrach. C'est terrible, hein? Il y a une régression dans le champ des compétences et de l'expertise des ingénieurs de la Sonatrach, car ils partent. En 2018, l'ancien président de la Sonatrach, dont je viens de vous parler, Abdelmomen Ouedraogo, a dit que 10 000 ingénieurs de la Sonatrach allaient partir, ou à la retraite, ou à l'étranger. Vous imaginez, 10 000. C'est une catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la Sonatrach n'est plus en mesure de développer les gisements de gaz ou de pétrole, car les ingénieurs partent et on ne les paye pas assez. Pourquoi? Car la Sonatrach est une entreprise publique. Donc il faut respecter une évolution salariale. Ce n'est pas une entreprise privée. Donc en clair, la Sonatrach ne peut pas payer les ingénieurs de la Sonatrach avec des salaires équivalents à ceux qu'ils perçoivent en Amérique, en Europe ou dans les pays du Golfe. Et donc on a cette absurdité qu'aujourd'hui la Sonatrach préfère donner des licences d'exploration ou d'exploitation de gaz ou de pétrole à des entreprises étrangères plutôt que les exploiter elles-mêmes. Car les talents partent à l'étranger. Il n'y a pas que dans le domaine de la Sonatrach. Regardez dans les hôpitaux. 50% des médecins algériens, des promotions annuelles des médecins quittent le pays. 65% des informaticiens. Mais nous, on laisse faire. On laisse faire, on laisse partir nos élites, les médecins, les ingénieurs, les informaticiens, les architectes, les avocats. On laisse faire. Puis après, on est obligé d'appeler Total, Engie, British Petroleum, Eni, Halliburton. Venez, 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 parce que nos élites partent. Vous imaginez la catastrophe que nous sommes en train de vivre? Tant qu'on n'a pas réglé le problème de la fuite des cerveaux, jamais il y aura d'économie en Afrique. Je dis bien, jamais. Jamais. Ni en Afrique, ni en Algérie. Jamais. Donc, l'étape numéro 1 pour stopper cette hémorragie économique sur l'ensemble du continent africain, c'est stopper la fuite des cerveaux. Et comment on stoppe la fuite des cerveaux? Il faut mieux payer, offrir un environnement beaucoup plus agréable pour l'élite du continent, en général, et l'élite algérienne en particulier. Si on veut que l'Algérie devienne vraiment libre, indépendante et souveraine, il faut que nos ingénieurs restent en Algérie, il faut que nos médecins restent en Algérie, il faut que nos informaticiens restent en Algérie, nos architectes restent en Algérie. Bref, il faut que notre élite reste et développe l'Algérie. Il ne faut pas qu'elle aille à l'étranger pour développer les économies occidentales. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est bien beau de temps en temps de dire « Ah oui, on a un ingénieur à la NASA. Ah oui, on a un ingénieur, ou plutôt la directrice de l'Institut Pasteur qui est algérienne aussi. » Mais ça n'arrime à rien. Quel est l'intérêt de se dire, sauf pour le petit NIF algérien, le petit égo algérien, « Ah oui, on a un ingénieur à la NASA. Ah oui, on a la directrice de l'Institut Pasteur qui est algérienne. » Mais s'il n'y a personne qui reste en Algérie pour développer la médecine, l'économie, l'agriculture, les technologies, etc., à quoi ça sert? Ça ne sert strictement à rien. Donc l'économie africaine et l'Algérie en particulier, elle repose exclusivement sur les ressources naturelles. Ressources naturelles. Alors, maintenant que je vous ai fait cette longue introduction, vous savez ce qui s'est passé le 17 juin, j'en ai parlé, avec différents tons. D'abord un ton ironique et sarcastique, et ensuite un ton extrêmement sérieux. La Sonatrach algérienne a accordé des permis d'exploration à des entreprises étrangères le 17 juin. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est une dépêche officielle de l'APS, c'est-à-dire l'Agence Presse Service algérienne.
Alors ils disent pas Sonatrach, ils disent Naft. Vous savez de qui dépend Naft, ça dépend de la Sonatrach. Donc un Naft octroie des licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans 5 sites. L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures a annoncé mardi 17 juin 2025 l'octroi de licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans 5 sites. Dans le cadre de l'appel à concurrence internationale Algeria Bid Round 2024. Ah oui, English s'il vous plaît. Hein? English. C'est beau, hein? Aïe, aïe, aïe. Selon les explications fournies lors de la séance d'ouverture des plis, vous savez, en plus, il y a une théâtralisation, hein? Ah oui, ils savent faire de la mise en scène. On a l'impression que c'est Khateb Yassine al-Marhoum qui a fait ça. Donc, selon les explications fournies lors de la séance d'ouverture des plis, donc ils ont ouvert des enveloppes, et d'évaluation des offres, qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, le comité d'appel à concurrence a reçu des offres qui concernent 5 sites sur les 6 proposés dans l'appel. Il s'agit de Ahara à Ilizi, Regan 2 à Adrar, Zrafa 2, bassin de Ahmed Gourara, Ahmed, vous vous souvenez, c'est pas trop loin de Ain Salah, dans les wilayas d'Ain Salah, de Toile 2, bassin de Berkine, deuxième plus grand gisement de pétrole en Algérie, 400 000 barils jour, je le répète, juste après Hassi Mesroud, donc Berkine dans les wilayas de Ouargla et d'Ilizi, et de Gern El Gessa, de bassin de Gourala Timimoun. Vous savez que j'ai marché à pied dans toutes ces régions, vous êtes au courant, entre 2014 et 2016. Le site Mzaïd El Kebir, bassin de Ouled Miya, n'a pas quant à lui reçu d'offre. Apparemment, ça n'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'exploration jusqu'à maintenant. Alors que tous les autres, ils savent qu'il y a du pétrole et du gaz. Vous connaissez les multinationales, elles ne vont pas se fatiguer à mettre de l'argent alors qu'elles n'ont aucune garantie qu'il y ait du gaz et du pétrole. Alors que sur les 5 autres, il y a déjà des gisements de gaz et de pétrole. Ah, elles ne sont pas bêtes, les multinationales étrangères. Hein. Vous savez, c'est la rentabilité qui compte. Au total, le comité a reçu 7 offres qui ont été évaluées selon des critères précis. Le groupement des sociétés Qatar Énergie et Total Énergie. Groupement. Comme si on avait vu par le passé Qatar développer des projets. Vous avez déjà entendu le Qatar développer des projets à l'étranger? Ils ne développent rien du tout. Ils développent dans leur pays. C'est une coquille vide de Qatar Énergie, vous le savez. Donc ils ont dit le groupement des sociétés Qatar Énergie et Total Énergie. C'est une blague. C'est Qatar qui fait appel à Total et Exxon pour développer ses propres gisements de gaz. C'est pas le Qatar qui va développer des gisements à l'étranger. C'est pas son boulot. C'est une coquille vide. C'est comme le Paris Saint-Germain. C'est qui l'actionnaire du Paris Saint-Germain en football? C'est le Qatar. Mais vous avez vu des joueurs qataris qui jouent au Paris Saint-Germain? Le Qatar, il met les sous. Mais il n'a pas de compétences, le Qatar. Il n'a pas d'ingénieur, il n'a pas de joueur de foot. Il a Mandoualo. Vous comprenez ou pas? C'est un tout petit pays, c'est une petite wilaya, le Qatar. Donc l'Algérie, 46 millions d'habitants, elle signe avec Qatar Énergie, qui n'a pas d'ingénieur, qui n'a pas de joueur de foot, pour développer le gaz dans notre pays. Mais c'est une plaisanterie. Comme Khatrat qui me khammem, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et vous savez pourquoi ils ont mis groupement Total Énergie et Qatar Énergie? Pour pas dire Total tout seul. Voilà, ils ont voulu diluer l'impact médiatique et politique de l'annonce d'accorder un permis d'exploration et d'exploitation à Total, alors qu'il y a une crise majeure entre Alger et Paris. Mais nous, on donne à la France. Dans les médias, on dit, oui, nous, on n'aime pas la France, on enlève la langue française, on dit, il n'y a plus de contrats agricoles avec la France. Voilà, on arrête tout. Il n'y a plus d'ambassadeurs, plus de contrats, plus de langue, plus wallo. Et à côté, on donne, un coup le gaz, un coup le permis. عيب كبير على بالكم عيب. Vous savez comment ça s'appelle ça? Je vais y arriver. Bon bref, on va y arriver. Donc alors le groupement des sociétés Qatar Énergie, donc il n'a aucun joueur de foot au PSG, aucun ingénieur, hein, voilà, que les choses soient claires. Et Total Énergie a remporté la licence pour le site Ahara, le groupement des sociétés Eni et PTTEP Thaïlande. Vous imaginez, on signe avec la Thaïlande. Et la Thaïlande, c'est quoi? C'est une grande puissance, la Thaïlande. La
Thaïlande, elle développe le gaz et le pétrole en Algérie. Et la Thaïlande, la Thaïlande. C'est comme si vous disiez le Mozambique ou le Népal. كيف تايلاند سينما على تايلاند انايا الجزائر بلاد 5 ملايين ونص الشهداء الله يرحمهم سينما تايلاند. Bon bref. Donc on a signé avec Eni. Bon, Eni, vous connaissez, c'est le roi de la corruption. J'ai déjà parlé de scandale avec sa filiale Saipem. La Saipem, donc filiale de Eni, avait donné 198 millions d'euros de rchwa, dirham, au cadre de la Sonatrach et au ministre de l'énergie des mines, Chakib Khalil. 198 millions d'euros. Et on continue à signer, hein, Eni, Saipem. Bon, bref. Donc, alors, groupement Eni et Thaïlande, donc PTTEP, ils ont remporté la licence pour le site de Regan 2. Vous vous souvenez, Regan 2? Il y avait une entreprise cotée à Tel Aviv qui a failli avoir 11,5% de Regan. Heureusement, alhamdoulilah, en 2019, le président Abdelmajid Tebboune a dit hop, on exerce le droit de préemption. Il est hors de question que l'entreprise israélienne cotée à la bourse de Tel Aviv et de Londres puisse posséder 11,5% du gaz d'Organ. Vous savez que c'était la France qui a voulu vendre ses parts dans Edison. Donc, Edison, c'est une filiale italienne du français EDF, Électricité de France. Donc, Électricité de France, c'est-à-dire Macron, a voulu vendre 11,5% des parts que possédait Edison, qui appartenait à la France, à une entreprise israélienne, Argan. Vous imaginez? Alhamdoulilah, le président Abdelmajid Tebboune a dit « Walou, niet ». Il a exercé le droit de préemption, c'est l'Algérie qui a racheté. Voilà. Bon, bref. Alors après, je continue. La licence pour le site Toile 2 a été attribuée au groupement des sociétés Zenga, Autriche, et Filada, Suisse. Est-ce que la Suisse et l'Autriche ont du pétrole et du gaz? Je ne suis pas au courant. Hein. Suisse, allez, Autriche et Suisse. Ah, j'ai jamais entendu parler que les Suisses et les Autrichiens ils ont des gisements de gaz ou de pétrole. Maintenant, on signe avec eux. Allez. Nous, on a 62 ans d'expérience avec la Sonatrach. La Sonatrach a été créée en décembre 63. Donc, on est en juin 2025. 62 ans d'expérience. Et il faut, pour développer notre gaz et du pétrole qui nous rapporte 96% des devises globales du pays, il faut qu'on signe avec Thaïlande, qui n'a pas de pétrole, Suisse, qui n'a pas de pétrole, Autriche, qui n'a pas de pétrole, Qatar, qui n'a pas de compétences. Et nous, on n'est pas capable de développer... explorer et développer les sites gaziers et pétroliers. Il faut qu'on fasse appel à des pays qui n'ont même pas de pétrole, même pas de gaz. Bon, bref. Site officiel de l'APS, hein, d'accord? APS. APS. Alors, vous savez qu'il y a un grand journaliste français qui s'appelle Jean-François Kahn, qui avait publié un livre, attendez, je vérifie la date. C'était un autodidacte, hein, mais son frère, c'est un grand médecin, grand professeur. Donc ça, c'était en 89. Il a écrit un livre qui s'appelle « Esquisse d'une philosophie du mensonge ». Vous savez, le mensonge fait partie de l'ADN de tous les États dans le monde entier. Voilà. Vous savez, la frontière entre le mensonge, la vérité, très très mince, très très mince. Et parfois, des États, surtout quand il y a des luttes très fortes à l'intérieur des États, ont tendance à utiliser le mensonge pour faire passer la pilule des informations, on va dire, un peu difficiles à accepter pour l'opinion publique. Et donc, la Sonatrach, depuis Chakib Khalil, passe son temps à mentir au peuple algérien. Voilà, un peu comme ici, là. Je sais pas, on signe avec la Thaïlande, l'Autriche, la Suisse, la femme de Wallo. À la rigueur, si on avait signé avec British Petroleum, voilà, les Norvégiens, les Russes, les Américains, eux, on sait qu'ils ont du pétrole, du gaz, c'est clair. Vous savez que la Norvège, c'est le premier fournisseur de gaz en Europe. Il a détrôné la Russie. L'Angleterre, elle a du pétrole et du gaz. Les États-Unis ont du pétrole et du gaz. La Russie a du pétrole et du gaz. Mais ok, donc signer avec ces pays, c'est normal, ils ont une vraie expertise. Mais avec la Suisse, l'Autriche, la Thaïlande, écoutez, il y a des questions à se poser.
Donc, je ne sais pas. Point d'interrogation. Alors, maintenant, la Sonatrach. Quelle est la crédibilité de la Sonatrach? Est-ce que la Sonatrach a été nettoyée depuis 2019? En dehors du président et quelques généraux, non. Les structures de la Sonatrach n'ont pas été nettoyées de la corruption. Non. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de travail qui a été fait au sein de la Sonatrach pour lutter contre la corruption à tous les niveaux de la Sonatrach. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait superficiellement, tout en haut de la hiérarchie. Président, directeur général. C'est tout. Mais le problème de la Sonatrach, c'est quoi? C'est que ça fait longtemps qu'elle est corrompue, cette boîte nationale, qui est notre fierté sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Mais dans les faits, c'est un peu compliqué. Vous savez pourquoi je vous parle de corruption? C'est pour vous dire qu'on a un problème. Et c'est le patriote algérien qui vous le dit. C'est le citoyen algérien Rachid Nekas qui vous dit « Nous avons un problème aujourd'hui avec Sonatrach ». Il y a quelques semaines, pourquoi j'ai proposé au président de la République de nommer un vice-président militaire? J'ai demandé au président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, de nommer un général en tant que vice-président de la Sonatrach, chargé de la surveillance et du contrôle des signatures de tous les contrats de gaz et de pétrole. Pourquoi j'ai proposé cette idée? À l'époque, vous m'avez dit, mais pourquoi tu proposes un général pour être vice-président? Je leur ai dit, écoutez, un général, c'est un patriote normalement. Donc un général, il ne va pas penser à sa poche. Il va défendre l'honneur du pays, l'image du pays, le sang des chouhada, birhamhum. Moi, un civil qui gère 96% des devises du pays, moi, j'ai pas confiance. Excusez-moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance à des civils qui ont la responsabilité de 96% des devises du pays. On ne peut pas, parce que l'être humain, il est fragile. L'être humain, vous savez, il est corruptible. Moi, je ne peux pas faire confiance. Il faut des contre-pouvoirs au sein de la Sonatrach, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du décret qu'avait signé l'année dernière, le président de la République qui autorisait des militaires à occuper des fonctions importantes dans les entreprises publiques, j'ai proposé cette idée qu'il nomme un vice-président militaire chargé du contrôle de la surveillance de tous les contrats de gaz et de pétrole avec les sociétés étrangères. Oui, parce que quand je lis le communiqué officiel qui attribue à Total, société française, ultra corrompue, condamnée pour corruption en Algérie, condamnée pour corruption en France, condamnée pour corruption aux États-Unis et qui s'est fait retirer un contrat de 2,5 milliards de dollars en Iran, et que nous, l'Algérie, lui dressons un tapis rouge pour continuer à corrompre, il y a un problème. Et on ne peut pas se taire, je ne peux pas me taire, car le président lui-même a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, le cœur de son programme politique. Donc on ne peut pas laisser le président de la République être sali, on ne peut pas laisser l'Algérie, on ne peut pas laisser la Sonatrach être salie par une entreprise qui va forcément corrompre, car c'est dans son ADN de corrompre les gouvernements et les entreprises publiques. Alors quand je vois que la Sonatrach accorde un contrat à Total, écoutez-moi bien, parce que là c'est le nec plus ultra. Donc la Sonatrach accorde un contrat à l'entreprise corruptible Total, et dans le même temps, les dirigeants de la Sonatrach n'ont pas le droit de voyager en France. Là, écoutez, je ne sais pas si c'est tragique ou si c'est comique, mais là, il faut expliquer aux 46 millions d'Algériens, aux 7 millions d'Algériens de la diaspora, la cohérence. Donc la Sonatrach, tapis rouge le 17 juin, tapis rouge, hein, elle donne un contrat énorme à Total Énergie, entreprise corrompue, corruptible, mais en même temps, la Sonatrach, les dirigeants de la Sonatrach interdisent de voyager en France. Oh, magnifique, moi loin. Ou l'ifham, igoulé. Celui qui a compris, s'il vous plaît, expliquez-moi. Alors, c'est dans tous les médias, hein, d'accord? Tous les médias algériens, français, tout. Sur instruction de leur ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'économie, de l'énergie, pardon.
Donc sur instruction du ministre de l'Énergie, les cadres dirigeants de la compagnie pétrolière algérienne, ainsi que ceux des 2 autres entreprises, ne peuvent plus se rendre en France, ni même y transiter. Donc même pas transit. Un épisode de plus dans l'escalade des tensions entre Paris et Alger. Ça date du 25 juin 2025. 25 juin 2025, ok? Sonatrach. Et le 17 juin, donc regardez, 17 juin, Adnaft, donc Sonatrach, accorde 5 permis d'exploration et d'exploitation à des entreprises étrangères, dont Total Energy. Total Energy, je vais vous le redire où c'est. Total Energy, voilà, c'est là. Total Energy, voilà, Total Energy. Donc, le ministre, il ouvre des plis, le 17 juin, donc le ministre de l'énergie algérien, Mohamed Arkab, qui est un homme de talent, parce que je tiens à vous dire qu'en décembre 2019, il avait dit que l'Algérie allait exercer son droit de préemption pour éviter que Total rachète tous les actifs de l'américain Nadarco. Mais malheureusement, il a subi des pressions juste après, il a été obligé de faire marche arrière. Mais moi, je n'ai pas oublié ce qu'il a fait. Je n'ai pas oublié ce qu'a fait le ministre de l'Énergie quand il a dit que l'Algérie allait exercer son droit de préemption. C'était le 3 décembre 2019, la veille de mon incarcération à la prison algérienne. Donc je n'ai pas oublié, mais je sais qu'il a subi des pressions juste après, il est revenu dessus. Donc là, pareil, le 17, il ouvre des plis, il accorde un contrat total, hop, une semaine après, la Sonatrach n'a pas le droit d'aller en France. Ah, vous me tfahmouni, ya oulad Hassiba ben Bouali ou l'Arabi ben Mehdi. Qu'est-ce que ça veut dire? Total, c'est nos amis ou c'est pas nos amis? Il faut expliquer ça au peuple algérien. Qu'est-ce qu'on fait? La manif, moi, le c'est le ministre qui interdit. Hein. Donc le 17, on donne un contrat à Total français, et le 25, la Sonatrach n'a pas le droit d'aller en France. Vous dire, moi, ça ne me dérange pas qu'ils aient en France, moi, en tant que citoyen algérien, parce que moi, je vais bien en France. La preuve, la France m'a pris tous mes biens, bloqué tous les comptes, m'a condamné à multiples reprises. C'est pas grave d'aller en France. Ce qui est grave, c'est pas d'aller en France. Ce qui est grave, c'est de donner des contrats à des entreprises corrompues, des entreprises condamnées pour corruption, en Algérie, en France, aux États-Unis et même en Iran. Ça, c'est grave. Mais aller en France, joli Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Regardez, notre ami Abdeslam Boucher, lui, a un appartement devant Notre-Dame. 3 millions d'euros devant Notre-Dame. C'est magnifique. Puis il ouvre un compte en Suisse, un compte en Luxembourg, un compte à Panama. Mais oui, il faut les laisser. Faut les laisser profiter des milliards qu'ils ont volés. Bon, ça c'est la première réflexion. Vous savez, je mélange un peu d'humour, un peu de cynisme, un peu de sarcasme pour faire passer la pilule. Bon, maintenant on va revenir à Sonatrach. Parce que Meskina Sonatrach, pas facile. C'est dur d'avoir beaucoup d'argent comme ça. Ben oui, il y a trop d'argent. En plus, il n'y a personne pour les contrôler, vous imaginez? Vous savez très bien que n'importe qui qui a de l'argent, qui a trop d'argent, il va abuser, il va faire n'importe quoi. Vous le savez. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein. Vous savez le communiqué officiel dont je vous ai parlé là, l'APS, c'est même dans le site officiel de Naft. Hein. Regardez, site officiel de Naft, donc l'entreprise publique algérienne. Hein. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Naft ouvre les plis de l'appel d'offres Algeria Bid Round 2024. Voilà, site officiel. Hein, site officiel. Donc c'est pas Rachid qui dit ça. Hein. C'est pas la presse française, c'est pas le Mozambique. C'est site officiel. Site officiel. Voilà. Voilà, avec les 5 permis d'exploration que je vous remets ici. Voilà, exploration et exploitation. Donc c'est le site officiel algérien. C'est même pas l'agence presse-service algérienne, c'est le site du pétrolier, du gazier algérien. Voilà, donc il y avait le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, M. Mohamed Arkab. Il y avait aussi sa secrétaire d'État auprès du ministre de l'énergie chargée des mines, Mme Karima Tafer, du président de l'agence Naft, Mourad Beldjeham, et du président de Sonatrach, M. Rachid Hachichi. Voilà. Et des représentants des entreprises soumissionnaires, rapporte l'APS, c'est-à-dire Total, Eni, etc. etc. Regardez. Voilà, c'est officiel. Voilà, il y avait les représentants, bien sûr, ils étaient contents, hein, des entreprises soumissionnaires. Voilà. Vous voyez, site officiel.
Alors, ça n'a pas encore été signé, que les choses soient claires. Ça sera signé au mois de juillet, c'est-à-dire là, dans une semaine, 10 jours, 15 jours. Et vous savez que j'ai fait déjà 2 vidéos où j'ai demandé au président de la République de ne pas signer ce contrat avec l'entreprise corrompue et corruptible Total Energy, qui a été condamnée pour corruption en Algérie, condamnée pour corruption en France, condamnée pour corruption aux États-Unis, et qui a été privée d'un contrat de 2,5 milliards de dollars en Iran. Oui, parce qu'elle avait donné 60 millions de dollars au fils de l'ancien président iranien. Ah bah oui, Total, attention, mais la bouche. Dès qu'ils voient un blocage, ils disent, allez, c'est quoi ton prix? Allez, c'est quoi ton prix? Donc ils ont dit au fils du président Rafsanjani iranien, allez, on te donne 2 fois 30 millions de dollars et tu nous signes le contrat de 2,5 milliards. C'est magnifique. C'est ce que fait Total partout, hein. Partout. En Birmanie, pareil, ils ont créé des comptes offshore pour les militaires de Birmanie. En Irak, en Iran, partout. Ils passent leur temps à corrompre les gouvernements et les entreprises pétrolières et gazières. Ils font que ça. Total, c'est son job. Aïe, c'est dur. Bon. 2016, d'anciens cadres de la Sonatrach condamnés par la justice. Vous savez, la Sonatrach, elle a eu énormément de scandales de corruption. Sonatrach 1, Sonatrach 2. Depuis 1999, c'est le pompon. C'est la corruption généralisée. Et ça ne s'arrête pas, Après plus d'un mois de procès, le tribunal d'Alger a rendu mardi 2 février 2016 son verdict dans l'affaire Sonatrach. Les anciens cadres de l'entreprise algérienne de pétrole ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, blanchiment et corruption dans le cadre de marchés conclus de gré à gré. Gré à gré, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel d'offres. Donc des marchés conclus de gré à gré avec des compagnies étrangères. Regardez. Ah là, ils magouillent ensemble, tous les deux. Ah, ils n'ont aucun problème, hein. C'est le tribunal d'Alger, hein. C'est pas le tribunal de New York ou de la Milan, Alger. Bladna, blad chouala. Vous voyez? Extraordinaire, non? Coupable, association malfaiteur, détournement de fonds publics, blanchiment, corruption dans le cadre de marchés de conclus de gré à gré avec des compagnies étrangères. 3 février 2016. Vous pouvez vérifier toutes ces informations, bien sûr, sur Internet. 2017. Affaire Sonatrach. Ce compte en Suisse que la justice algérienne n'avait pas vu. Ah, bah oui. Faut pas tout voir, la justice algérienne. Selon les Panama Papers, le scandale des hommes politiques dans le monde entier qui étaient accusés de corruption, qui ont créé des comptes bancaires en Suisse, au Luxembourg, au Panama. Donc, selon les Panama Papers, Mohamed Reda Meziane, le fils, ils adorent les fils, hein, et prête-nom, ouais, le fils de l'ancien PDG de la compagnie pétrolière Sonatrach. Ah, encore Sonatrach. Oh là, Sonatrach. Il cachait de l'argent en Suisse, regardez. 14 mai 2017. C'est son fils, le fils du PDG. C'est pas Outradoul cette fois-ci, hein. Parce que le fils d'Outradoul, Nassim Outradoul, vous savez, il pèse 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Mais c'est dinars, hein. 10 centimes, 2 milliards de dollars. Mais là, il y a un autre fils de PDG. Ah oui, il y a tellement d'argent, oui. Regardez. Le fils de l'ancien PDG, s'appelle Meziane, il cachait de l'argent en Suisse, mesquine, regardez, il cachait de l'argent en Suisse. Le pauvre. Bon, 14 mai 2017, c'était dans Le Monde Afrique. Alors, il a ouvert ça où? Il a ouvert ça au Crédit Suisse à Zurich. Bah oui, Crédit Suisse. C'est là où l'ancien président Abdelaziz Bouteflika avait caché son argent. Bah oui. Vous savez, il se donne des informations entre eux. À ton avis, où est-ce qu'on peut cacher de l'argent? Ouais, va au Crédit Suisse, tu es tranquille. Le Crédit Suisse à Zurich. En 2008, Mohamed Reza Meziane, donc le fils de l'ancien président de la Sonatrach, a ouvert un compte dans une agence genevoise de la banque, voilà, normal, voilà, ici. Adi. C'est comme Bouteflika Meskin quand il était ministre des Affaires étrangères, entre 66 et 78, tous les surplus qu'il y avait au ministère des Affaires étrangères qui étaient réservés aux ambassades, il leur disait, bon, vous transférez ce surplus dans 2 comptes en Suisse. Voilà, comme ça, il a une retraite tranquille. En plus, il était jeune, il avait quel âge? 26 ans quand il était ministre des Affaires étrangères. Il s'est dit, voilà, pour mes vieux jours. Donc, si le procès de l'affaire dite Sonatrach 1, qui s'est déroulé de décembre 2015 à février 2016, au tribunal criminel d'Alger, Alger, hein, pas Paris ou Londres ou la Rome, hein,
Donc, si ce procès n'a pas fait toute la lumière autour de l'un des accusés, Mohamed Reda Meziane, le fils de l'ancien président de la Sonatrach, Mohamed Meziane, de nouvelles informations viennent éclairer les zones d'ombre qui subsistaient sur le patrimoine financier du fils de Mohamed Meziane, l'ancien PDG de l'entreprise pétrolière publique algérienne Sonatrach. Cet homme de 45 ans avait été condamné à 6 ans de prison ferme. Oh, c'est tout. Purgé en détention préventive, il y a une amende de 2 millions de dinars, 16 700 euros. Oui, 16 700 euros. Le prix d'une voiture. Pour corruption, blanchiment d'argent, mais l'instruction n'était pas parvenue à recenser l'ensemble des biens et de l'argent présumé mal acquis par les inculpés. Oh, msakin. Or, d'après des documents obtenus dans le cadre du projet Panama Papers 2016, il apparaît que Mohamed Reda Meziane a pu cacher au moins un compte en Suisse à la police judiciaire et aux magistrats instructeurs. C'est beau ça ou pas? Bah oui, il faut cacher un peu. Il faut cacher. Les faits remontent aux années 2000. Ah, c'était la belle époque. Quand l'embellie financière engendrée par la flambée des prix du pétrole avait permis à l'État algérien de lancer d'importants programmes d'investissement public, donnant lieu à des faits de corruption. Vous vous en souvenez, l'autoroute Est-Ouest, le fameux... comme ça s'appelle, le canal, etc., etc. Cette affaire, et plus tard l'enquête Sonatrach 2, parce qu'il y a Sonatrach 1, Sonatrach 2, ouverte à Milan en Italie, ah bah oui, comme les étrangers commencent à regarder, avait révélé une partie du système mis en place par les responsables du ministre algérien de l'énergie. Ministre de l'énergie. Ça fout mal quand même, hein. Ministre de l'économie, Chakib Khalil. Ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouar, ministre de l'énergie, Chakib Khalil, ça fait beaucoup quand même. Hein, tout ça au nom du peuple algérien, de l'État algérien. Et par le management de Sonatrach pour capter des commissions sur les contrats engageant la compagnie nationale. Ah ouais, ils prennent des commissions, ils aiment bien les commissions. Vous savez, c'est qui verse ces commissions? Ben, c'est les entreprises étrangères, parmi lesquelles, hop, Total. Pas que Total, hein. Eni, etc., etc. Et ils disent, voilà, il a créé une coquille vide aux îles Vierges britanniques. Regardez, coquille vide aux îles Vierges britanniques. Bah oui, coquille vide, c'est un compte, c'est une société bidon. Lors de son audition par le juge d'instruction, Mohamed Reda Meziane, le fils de l'ancien président de la Sonatrach, avait déclaré qu'il disposait à Paris de 3 comptes, dans 3 banques différentes. Barclays, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole. Ben oui, parce qu'ils sont protégés par la France. Donc ils se disent, la France ne va jamais nous embêter, la France, voyons. Voilà, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole. Barclays, c'est anglais. Et qu'il avait cédé son appartement parisien à ses 2 enfants, nés d'un premier mariage avec qui? Avec une Française. Ben oui, c'est pas grave. Vous en souvenez, dictature, Bouteflika, sous protection française. Donc voilà, il avait cédé son appartement à ses 2 enfants, nés d'un premier mariage avec une Française. Mais des documents obtenus dans le cadre du projet Panama Papers, mené par le Consortium international des journalistes d'investigation, avec plus de 100 rédactions, montrent qu'en décembre 2008, c'est-à-dire 17 ans, M. Meziane avait ouvert un autre compte dans une agence genevoise de Crédit Suisse, cette fois-ci par le biais de la société fiduciaire Junod, Mulstein, Lévy, Lévy, les cousins de Netanyahou, ça, Lévy et Pudeur. Dans les livres du Crédit Suisse, le fichier d'information client de Mohamed Reda Meziane est répertorié sous le numéro 153 729. Vous voyez, l'Algérie n'a pas de problème avec nos cousins de Netanyahou. Hein. À l'aise, hein. L'argent n'a pas d'odeur, ni de religion, ni de nationalité, n'est-ce pas? Regardez, le cousin Lévy. Ben oui, c'est important, ça. Allez, c'est ici, là. L'Algérie n'a aucun problème. La Sonatrach, l'Algérie. Tout va bien. Ce n'est pas tout. Selon les documents obtenus par le projet Panama Papers, la société JMLP a recouru au service du cabinet panaméen Mossack Fonseca. C'est le même cabinet auquel a fait appel Abdeslam Bouchouar. Pour cacher le compte sous une coquille vide domiciliée aux îles Vierges britanniques, Jaxia Associates. Cette compagnie offshore, dissoute en avril 2010, quand Mohamed Reda Meziane était en prison dans le cadre de l'instruction, a été administrée à partir de décembre 2008 par une autre société écran. Il n'y a que ça. Hein. Tac, tac, tac. Donc il est parti en prison, hop, il a dit à son avocat, vas-y, ferme tout de suite cette entreprise, sinon ils vont me repérer. Donc cette société écran s'appelle Capvid Management Service.
panaméenne, celle-là, est enregistrée sous le nom des gestionnaires de fortune de la société JMILP. C'est beau ça. De 2006 à 2009, des contrats fictifs. Vous imaginez qui dirigeait l'Algérie? Vous imaginez qui on met à la tête de l'Algérie? Vous imaginez? Et quand je parlais, oh Rachid, comment tu portes atteinte à l'image de l'Algérie? Ah oui. À croire que certains aiment bien les voyous dans notre pays, hein, bien les corrompus. Bon bref. Au moment de l'ouverture de ce compte de Crédit Suisse, Mohamed Reda Meziane était lié par un contrat de consulting avec qui? Saipem Contractic Algeria, filiale locale du géant énergétique italien Eni. Bah oui, Eni. Condamné dans l'affaire Sonatrach 1 à une amende de 4 millions de dinars. Vous imaginez, un grand groupe comme ça, on le condamne simplement à 4 millions de dinars, c'est-à-dire 33 300 euros. Oh là là là. Pour majoration des prix en mettant à profit l'autorité et l'influence des agents d'un établissement à caractère industriel et commercial. Oh là là. Ils ont mis à profit l'autorité et l'influence des agents. En gros, ils ont fait de la corruption de fonctionnaires, Eni. Ben oui, vous savez, ils utilisent tous les mêmes méthodes. Ils font de la corruption du gouvernement et corruption de fonctionnaires de la Sonatrach. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il dit d'autre? L'instruction avait conclu que les contrats liés entre M. Meziane à Saipem, donc l'italien, de 2006 à 2009 étaient fictifs. Oh, fictifs. En gros, c'était bidon, quoi. Selon le magistrat instructeur, il n'y avait aucune trace de cette collaboration dans les archives de l'entreprise, hormis les reçus de paiement de ses honoraires. Vous imaginez qui gère l'Algérie? Des traîtres, des corrompus, des voleurs. Ils n'ont même pas un gramme de nif ou de fierté ou de dignité. L'argent, l'argent, l'argent. Puis ils n'ont pas de problème, juifs, chrétiens, bouddhistes, ils n'ont aucun problème. Donc, voilà, donc l'affaire Palestine, oh, tout ça c'est du vent. Vous savez ce que ça veut dire du vent? C'est ce qu'on appelle esquisse d'une philosophie du mensonge. Ah, ils mettent des gens en prison, oh, au nom de l'Algérie, mais eux, ils passent leur temps à voler l'Algérie. Voler l'Algérie. Allez, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Dans l'affaire Sonatrach 1, Mohamed Reda Meziane était aussi poursuivi au même titre que son père. Bah oui, son père, le président de la Sonatrach, Mohamed Meziane. Et que son frère, bah oui, il vole en famille, hein. C'est comme une mafia. Mafia, c'est quoi? C'est qu'on vole en famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Donc son frère, il s'appelle Bachir Fawzi Meziane. Et puis en plus, il adore plein de prénoms, hein, comme ça il dilue l'identité. Donc pour le rôle joué dans l'attribution au groupement germano-algérien Contel Funwerk de 5 commandes publiques pour doter les installations de la Sonatrach d'un système de télésurveillance. Ah bah oui. Donc ils ont dit aux Allemands, allez, donnez-nous Drachwa et on vous donne le contrat de télésurveillance. Pour qui? Pour la Sonatrach. Magnifique. Pour un montant total de 11 milliards de dinars. C'est beau, hein? En 2008, il avait bénéficié à titre gracieux d'1/5 des actions dans le capital de Contel Algérie. Alors, non seulement il lui donne un contrat de télésurveillance pour la Sonatrach, et en échange, les Allemands, ils donnent 20% des actions du capital de la société Contel Algérie. Regardez, c'est pas moi qui le dis, regardez. Lisez bien, lisez bien. Vous imaginez les magouilles qu'il y a en Algérie, vous imaginez? Et tout ça, c'est la Sonatrach, hein? J'ai fait exprès de vous prendre un seul contrat, vous l'analysez en détail, pour vous dire voilà comment la Sonatrach gère les relations avec les multinationales. Vous imaginez? Donc voilà, le père, le fils, le frère, et les Allemands, ils donnent 20% d'actions gratuites. Magnifique. Comme ça, ils sont tranquilles. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces actions? Le petit-fils, là, il a ensuite rétrocédé au patron de l'entreprise, Mohamed Reda Ja'far Esmaïn, pour un montant d'1,2 million de dinars. Regardez, il les a rétrocédés ensuite. D'abord, il a 20% d'actions gratuites, ensuite, il les redonne au patron de la boîte. Vous imaginez les voyous qu'il y a, la voyoucratie, au plus haut sommet de l'État, sous Bouteflika. C'est ce même Mohamed Reda Ja'far Esmaïn qui avait financé l'acquisition en novembre 2008 pour un montant de 650 000 € d'un appartement de 5 pièces, rue Bagatelle à Neuilly-sur-Seine. Ils adorent Neuilly, hein. Ils adorent. Au nom de Koussem Djerroud, la défunte mère de Mohamed Reda Meziane. Vous voyez comment ils magouillent entre eux? Je répète parce que c'est beau, hein, cette phrase.
C'est ce même Mohamed Reda Jafar Smaïl, à qui il a rétrocédé 20% des actions, qui avait financé, celui qui a payé en novembre 2008. C'est le même moment où il y a eu l'affaire de Saïdani, Sellel et Bouchouab, les appartements. C'est cette même période-là, ils vont acheter tous en même temps un appartement, mais Saïdani aussi. Donc, ce Mohamed Reda Jafar Smaïl, il a acheté un appartement de 650 000 euros. Je vous laisse faire le calcul en dinars. Un appartement de 5 pièces rue Bagatelle à Neuilly-sur-Seine. Au nom de Koussem Djerroud, la mère de Mohamed Reda Meziane, c'est-à-dire la femme de l'ancien président de la Sonatrach. Gratuit. Cadeau. 650 000 euros. Tahia al-Jazair. Ma femme Nawalo. Les arguments de ce dernier, prétendant que son association avec Mohamed Smaïn était légalement établie, n'avaient pas convaincu le tribunal, qui avait conclu que le patron de Contel Algérie, c'est les Allemands, et ses partenaires allemands avaient bénéficié de l'influence de Mohamed Reda Meziane, je vous rappelle que c'est le fils du patron de la Sonatrach, et de son père pour décrocher les marchés de télésurveillance, et que l'argent perçu par M. Meziane était une rémunération indue. Voilà ce qu'a dit le tribunal algérien. C'est pas Rachinika qui dit ça. C'est la justice algérienne. De pourvoi en cassation été introduit par les 9 personnes condamnées dans cette affaire. C'est une seule affaire, ça. Par le ministère public, dont le recours porte sur des acquittements prononcés à l'encontre de 7 accusés et sur le sursis bénéficiant à l'ancien PDG de la Sonatrach. Bah oui, il a un sursis, le PDG de la Sonatrach. L'affaire est pendante, c'est-à-dire elle est toujours en cours devant la Cour suprême. C'est une tragédie, l'Algérie. Et comme disent un certain nombre d'éditorialistes, la Sonatrach, c'est un État dans l'État algérien. Un État dans l'État. C'est-à-dire la Sonatrach a ses propres règles. Et c'est la mafia. C'est des règles de mafia. Le Père, le Fils, le Frère, le Saint-Esprit. Voilà, on vole en famille. Et là, vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas de généraux, hein, c'est des civils. Hein. C'est des civils. Alors, il n'y a pas que l'Italie, il n'y a pas que les Allemands, il n'y a pas que Total Energy. Voilà, je vous ai pris un article de 2022. Corruption, plusieurs affaires de Sonatrach devant le juge. Le procès BRC. BRC, c'est avec les Américains. Et SNC Lavalin, c'est canadien. Voilà, c'était en 2022, vous voyez. Et vous savez, il y a des affaires de corruption par dizaines. Par dizaines. La Sonatrach, elle est virolée par la corruption. Virolée. Et elle gère 96% des devises de l'Algérie. Hein. C'est grâce à elle qu'on fait toutes les importations, qu'on achète le blé, les moutons, les pièces détachées, le lait, la viande. Et vous avez vu qui gère la Sonatrach. Et avec quel esprit elle est gérée. Bon, bref, je ne vais pas vous rendre malade avec... Là, par exemple, c'était une affaire de 13 marchés. 13 marchés. Vous imaginez? Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je n'ai pas envie de vous rendre malade. Là, on parle de milliards de dollars. Hein. D'accord? Mais si vous voulez, la prochaine fois, je peux vous en parler en détail. Hein. Des milliards de dollars. Ouais, j'ai pas envie de vous rendre malade. Donc, pour schématiser, ils disent que la Sonatrach a des liens privilégiés avec 10 multinationales étrangères. 10. Total, Eni, British Petroleum, State Oil, etc., etc. Et avec ces 10, il y a un système de corruption qui a été mis en place. Donc, quand je lis le communiqué du 17 juin, et que je vois que l'Algérie, la Sonatrach signe avec Total, une entreprise corrompue et corruptible, condamnée en Algérie pour corruption, condamnée en France pour corruption, condamnée aux États-Unis pour corruption, alors que cette entreprise est française et que l'Algérie matin, midi et soir essuie des critiques quotidiennes de l'État français, des hommes politiques français, des médias français, des intellectuels français, de juges français, d'anciens ambassadeurs français, et qu'on lui donne un contrat. Vous pouvez imaginer les pressions que Total a dû exercer sur l'Algérie. Vous pouvez imaginer pour qu'elle obtienne ce contrat-là.
Et vous avez suivi ce qui s'est passé avec Éric Ciotti, l'ancien président des Républicains. Vous vous souvenez qu'il avait menacé de remettre en question l'accord de 68. Et comme par hasard, il a décidé de patienter. Il a dit non, finalement je retire mon texte à l'Assemblée nationale. On ne va pas demander, dans le cadre de la niche parlementaire, l'examen de la dénonciation unilatérale des accords de 68 entre la France et l'Algérie. Alors il a prétexté le fait qu'il attend le verdict concernant l'affaire algéro-français qui va avoir lieu le 1er juillet. Donc il s'est dit, la libération de cet écrivain est beaucoup trop importante, donc on ne va pas envenimer les relations entre l'Algérie et la France. Mais c'est une plaisanterie. La France, elle n'en a strictement que faire de cet auteur qui vient d'être à peine français suite à une décision du président français Emmanuel Macron. La motivation, c'est quoi? C'est que la France a fait pression sur l'Algérie pour obtenir le contrat énorme à Harara et que c'est pour ça que Éric Ciotti a décidé de ne pas embêter l'Algérie. Vous imaginez comment l'Algérie est tombée bas et comment elle est victime de chantage de ces hommes politiques français sans foi ni loi. Alors, je redemande au président de la République algérienne, Si Abdelmajid Tebboune, de ne pas céder au chantage de l'État néocolonialiste français et de ne pas céder au chantage de cette entreprise 3 fois condamnée pour corruption en France, en Algérie et aux États-Unis et dont le vice-président, le général Denis Favier, est aujourd'hui mis en examen par le doyen des juges d'instruction français à la Cour d'appel de Paris, M. Cyril Pacaud, suite à une plainte que j'ai déposée contre lui pour subornation de témoins et pour faux en écriture. Cet homme-là a été condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse et par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa responsabilité sur l'assassinat d'un militant écologiste en octobre 2014 et qui s'appelle Rémi Fraisse. Comment l'Algérie, qui a des principes, peut se laisser faire signer un contrat par cette entreprise condamnée pour corruption en Algérie, en France, aux États-Unis? C'est inacceptable. Il y a d'autres entreprises dans le monde avec l'Algérie peut signer et c'est sûrement pas avec cette entreprise qui exerce du chantage sur nos responsables algériens. Car oui, il y a du chantage de l'État français sur les responsables algériens et pour ne pas subir ces pressions-là, il faut changer de responsables, mettre des hommes propres, des hommes qui ont des valeurs, des hommes qui ont des compétences et surtout des hommes qui aiment l'Algérie. Barakallahu fikum, Tahiyat Jazair, Wallah yarham shuhada.